bonjour, merci d'être là parmi nous, d'avoir préféré passer ce midi littérairement plutôt que sur une terrasse ensoleillée. C'est une collaboration entre Point Culture, évidemment, qui nous accueille aujourd'hui, et Passaporta, donc la Maison des littératures. La rencontre donc, de ce midi s'intitule Comment parler des choses difficiles aux enfants. Il ne s'agit à vrai dire pas seulement de parler des choses difficiles à ses enfants, ce que tout le monde est un jour ou l'autre finalement amené à faire au moment où retentissent dans une cellule familiale ou scolaire les inévitables conflits, les premières angoisses, les premiers deuils. Non, il s'agit bien ici de choisir plus consciemment d'aborder, de questionner, de revenir avec ses enfants sur des sujets potentiellement épineux par le biais de la littérature, des images, par le biais de la fiction. Plus exactement encore, il s'agit de choisir de ne pas occulter certains sujets en décidant de leur donner au même titre que d'autres droit de cité dans la vie imaginaire et psychique de ces enfants. Dès lors, quels objets mettre entre les mains d'un enfant? La littérature jeunesse peut-elle n'être que cet îlot de bonheur en poudre, que cette imagerie heureuse, édulcorée et merveilleuse de la vie? Ces livres à nounours, comme les appelait avec mépris et nausée Tom Ungerer, où la littérature jeunesse doit-elle être au contraire quelque chose qui vient éveiller les consciences à la dureté du monde adulte, à la dureté du monde tout court? Et d'abord, n'est-il pas utopique de penser qu'il est des réalités du monde adulte dont les enfants seraient magiquement préservés? En somme, peut-on peupler les chambres et les rêves de ces enfants de gentils monstres ou de monstres tout court? Peut-on tapisser leur forêt mentale d'ogres et de loups? Peut-on, sans risquer de les traumatiser à vie, aborder avec ces enfants des horreurs contemporaines que sont la guerre, les injustices, la violence, mais aussi, à une échelle plus intime sans doute aujourd'hui, l'échec, le deuil, la solitude ou l'amour? Voilà, c'est un peu toutes ces questions que nous allons tenter d'aborder, ou en tout cas de débroussailler ce midi en compagnie de deux auteurs que je vais vous présenter. Merci d'être là, donc Ludovic Flamand et Mélanie Rutten. Alors sur le site des éditions Thierry Magnier, Ludovic Flamand, j'ai trouvé cette notice dont je vous soupçonne d'être l'auteur. Une notice délicieusement anecdotique et donc aussi forcément essentielle, qui dit ceci. Ludovic Flamand est né en 1978 à Namur. Il se souvient très bien d'avoir pleuré à 12 ans parce qu'il ne parvenait plus à jouer avec ses Playmobil. Alors il a attendu que ça revienne. Il a patienté en écrivant un peu pour les adultes, un roman, du théâtre, et puis c'est revenu. Maintenant, il joue à chaque fois qu'il écrit pour les enfants. Il vit à Ottigny avec son fils et sa fille, est accro au chocolat et aime les photos floues, surtout quand c'est sa femme qui les prend. Alors vous écrivez pour les adultes et pour les enfants, citons quelques-uns de vos albums, je pense que vous les avez sous la main. Chaffy, Derrière la haie, des livres plein la maison, Émilie Pastèque, Louis Desangliers, ils sont tous là, il était 1000 fois. Autant d'albums dont vous signez donc les textes, mais pas les dessins. Hein. Votre truc, c'est plutôt de travailler à quatre mains en vous associant la palette visuelle d'illustrateurs variés. Alors chez vous, Ludovic, on fait de la soupe de miettes, on découvre que les poupées, ce n'est pas que pour les filles, on se tape allègrement la honte, on affronte des ogres qui ont mal à l'estomac, on fait des bisous sur la bouche, pas fait exprès, on joue avec la nourriture, on décide d'aller se promener dans la rue nu comme un verre. Alors Mélanie Rutten, vous êtes née à Bruxelles en 1974, vous passez votre enfance en Afrique, vous avez fait des études de photographie, je crois, et vous avez entamé un parcours assez autodidacte finalement vers l'illustration. Autodidacte, si ce n'est que vous avez, je crois aussi, suivi des cours avec Kitty Crotter, hein, une auteure très célèbre à laquelle on vous a souvent comparé d'ailleurs à vos débuts. Alors en 2006, vous entamez avec Mitsu, Un jour parfait, une tétralogie publiée aux éditions Mémo. Une tétralogie qui verra les mêmes personnages, c'est un peu le but, réapparaître au fil des 4 saisons. Donc il y aura Oko, Elliot et Nestor et Nour, tous récompensés par de nombreux prix. Donc c'est vraiment une saga animalière qui vous permet en fait d'aborder un tas de questions plus ou moins légères au fil des couleurs d'une nature changeante mais toujours très présente. Qu'est-ce que quitter sa maison? Comment faire le deuil de quelqu'un dont on a aimé chacun des détails? Peut-on être aussi heureux seul qu'avec ses amis? Et qu'est-ce que grandir? En 2013, vous changez de style avec L'ombre de chacun, un album plus complexe auquel vous accolerez ensuite une préquelle, comme on dit aujourd'hui, hein, La source des jours. Et vous venez de publier Les Sauvages, toujours aux éditions Mémo. Vous êtes auteure et illustratrice, pour le coup. Vous assumez donc le texte et l'image de vos albums, dans lesquels vous naviguez poétiquement entre le dessin et le collage, entre les crayons, les feutres et le brou de noix. Chez vous, Mélanie, les chats sont sportifs et les cerfs mélancoliques. Les livres partent à la recherche de leurs pages perdues. Les ombres dansent et servent parfois à révéler des lumières insoupçonnées.
Alors on entre dans le vif du sujet. Donc l'école des loisirs vient de fêter ses 50 ans. Alors l'école des loisirs, évidemment, un des piliers défricheurs et très enthousiasmant d'une littérature jeunesse décomplexée, autoriste, très inspirée. À l'occasion de cet anniversaire, un des fondateurs de l'école des loisirs, Arthur Schmitt, a réécrit la ligne directrice de sa maison à travers une phrase qui va peut-être nous permettre d'engager la discussion aujourd'hui, et qui était de dire ce que nous essayons de faire à l'école des loisirs, c'est une université atelier d'où sortiraient des histoires cocasses et de drôles d'images, afin de parler à l'âme de nos lecteurs et de sauver en nous une partie de notre âme d'enfant. Et j'avais envie qu'on revienne un peu sur cette idée d'âme d'enfant, ce qui est un concept un peu mystérieux, un peu fourre-tout, un peu galvaudé aussi, on pourrait dire, puisqu'il y a sans doute autant de définitions que d'âme. Et j'avais envie de savoir quelle serait votre définition personnelle d'une âme d'enfant, chacun de vous. Moi, un truc en tout cas que j'ai envie de dire quand je ne connaissais pas cette citation de l'école de loisirs, mais ce que j'aime bien, c'est qu'il parle de sauver notre âme d'enfant. Ça veut dire qu'a priori, c'est une phrase qui peut s'adresser à des adultes pour moi. Et ça veut dire que la littérature jeunesse s'adresse aussi aux adultes. Ça, c'est une chose qui me plaît bien. Je suis pas sûr que c'est ce que défendent l'école des loisirs quand ils vendent les bouquins, mais en tout cas, moi, c'est une idée qui me plaît bien, que la littérature jeunesse s'adresse aux adultes aussi. Et alors, ce que c'est l'âme d'enfant, j'aurais bien du mal à définir ça, mais c'est sûr que je sais que c'est à ça que je m'adresse quand j'écris, au sens où je crois que je m'adresse principalement à moi-même. Mais à moi, enfant. J'ai découvert ça très tard, mais j'ai compris un jour, je me demandais toujours pourquoi j'écrivais. Et ou en tout cas, pourquoi j'écrivais pour les enfants, puisque j'ai commencé à écrire d'abord pour les adultes. Et j'ai compris que toujours je disais, mais j'aime pas écrire pour les adultes, j'aime pas m'adresser à eux, j'ai rien à leur dire. Les enfants me semblaient plus sympathiques. Et puis, on m'a dit deux choses. Un jour, on m'a dit, oui, mais souviens-toi que dans tous les adultes qui sont face à toi, il y a eu un jour un enfant. Ça a changé mon regard sur les adultes. Et ça m'a fait comprendre aussi que quand moi, j'écrivais des livres pour enfants, c'était pour aller parler à l'enfant que j'étais et le rassurer. Je me rappelle très bien de qui j'étais enfant. Et je me dis les choses que j'aurais aimé qu'on me dise. Voilà. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur oui, moi j'aime beaucoup tout ce que Ludovic a dit, parce que je me reconnais tout à fait là-dedans. Pour moi, c'était aussi un très très grand mystère en fait de savoir pourquoi j'écrivais pour les enfants. C'était très naturel, mais en même temps très mystérieux. Et en fait, oui, il y a deux choses qui m'ont éclairé là-dessus. Il y a d'abord Arnold Lobel, qui est un auteur-illustrateur que j'admire, qui a bercé mon enfance, qui continue à beaucoup m'inspirer. Et lui a dit que on ne peut pas écrire de livres pour enfants. Personne ne peut écrire de livres pour enfants. On écrit sur soi-même et pour soi-même. Et c'est tellement vrai, parce qu'il y a vraiment une confusion en fait par rapport aux auteurs. On s'imagine qu'on s'adresse aux enfants, mais en réalité, moi je pense que vraiment les bons livres pour enfants, ils ont été écrits par des personnes qui s'adressent à eux-mêmes et qui s'adressent à cet enfant intérieur qu'on a. Et cette âme d'enfant, il y a une autre lecture, moi aussi, qui m'a très récente en fait cette année, c'est Enfance obscure de Pierre Péju, et qui parle en fait de ce qu'il nomme l'enfantin. Et l'enfantin, c'est cette âme d'enfant qu'on a tous et qui arrive parfois par bribes, par surprise. Et cette âme, c'est un regard en fait, je pense, un regard sur le monde ou un retour d'impression première en fait. Cette impression de voir les choses pour la première fois, d'avoir un élan de fraîcheur, de renouer en fait avec ces impressions premières qui sont très créatrices. C'est un peu moi ce que j'essaye de débusquer, de chercher aussi, c'est de retrouver cet étonnement, une manière de se confronter aux choses de manière plus franche, en fait, brutale. Et comme le sujet du jour parle de sujets ou de choses un peu plus difficiles, si vous êtes encore tous les deux sans doute connectés à votre âme d'enfant, ou en tout cas ce qui y ressemble, vous devez peut-être aussi vous souvenir du lecteur que vous avez été, comme vous le disiez, Ludovic. Est-ce que Ludovic, par exemple, vous vous souvenez avoir été choqué ou dérangé par une lecture enfant ? Non, pas spécialement. En fait, il y a des images qui m'ont marqué, mais plus de la télévision que des livres.
Je retrouve parfois des livres en brocante que mes parents m'avaient achetés enfant, et je constate souvent qu'ils m'offraient des trucs pas terribles. Mais moi, ça me posait pas problème parce que quand je les lisais, finalement, un enfant, il est quand même principalement lecteur de l'image dans un album. Du coup, quand on se retrouve seul avec cet album et qu'on n'a plus le texte, ou même voir si on nous l'a pas encore lu, on est complètement en train de s'imaginer des choses autour de ça, ou même si je connaissais déjà les histoires, je me focalisais parfois sur des détails enfants, et c'était ça qui créait une histoire complètement parallèle qui m'intéressait beaucoup plus que celle qui était écrite. Donc on ne sait jamais ce que fera un enfant d'un livre. Et c'est Gianni Rodari qui dit, il parle d'un caillou qu'on jette dans l'eau dans Grammaire de l'imagination, il dit ça fait des ondes, et on ne sait pas à quelle distance l'onde va toucher l'enfant. Et on peut donner des exemples comme ça, comme la sirène d'un camion de pompiers qu'on va entendre. Alain, ça va évoquer le fait qu'il aimerait bien être un pompier plus tard, l'autre que son père est pompier, l'autre que son père est pompier et qu'il est mort dans un incendie, l'autre qu'il a tout perdu dans un incendie. Donc voilà, on ne sait jamais ce qui va toucher un enfant, ce qui ne va pas le toucher. Et je ne sais pas si ça répond à la question, je m'égare parfois, je ne sais plus quelle était la question de départ, voir s'il y avait des choses qui m'avaient choqué, c'est ça, enfant. Donc il y a des choses qui m'ont marqué enfant, mais pas parce qu'elles étaient particulièrement violentes ou quoi, je sais pas, parce qu'elles ont titillé quelque chose chez moi. Par exemple, ça c'est très intime ce que je vous dis là, c'était à la télé ça, c'était dans une émission qui s'appelait Vitamine Z. Il y avait une fille, il jouait avec des Indiens, et à un moment il y a une fille qui est attachée à un poteau, il lui mettait de la confiture sur les pieds. Et la confiture sur ses pieds nus, ça m'a profondément marqué. Je devais avoir 5 ans, je pense. Et je crois que ça continue à travailler mon imaginaire, voilà. Et vous, Mélanie, est-ce que vous vous souvenez par exemple d'une lecture marquante que vous auriez faite enfant et qui vous aurait, je ne sais pas, profondément marqué ou en tout cas fait grandir Mais oui, pour revenir encore à Arnold Lobel, en fait, Les 4 saisons de Ranelagh au Buy-Follet, c'est vraiment le premier livre que j'ai pu lire seul, du début jusqu'à la fin, sans l'aide de personne. Et donc vraiment, ce livre-là, je l'ai toujours. Voilà, il est toujours aussi magnifique parce que c'était une grande victoire et que voilà, c'était une très belle histoire. Donc celui-là, oui, il m'a marqué beaucoup. Il y a d'autres livres, notamment de Maurice Sendak, Le Grand Livre Vert, par exemple, ou même les albums de Stephen Kellogg. C'est plus des images, en fait, qui m'ont marqué, mais pas choqué. Mais c'est des livres qui m'accompagnent toujours. Et je pense qu'ils ont eu un réel impact en fait sur la manière dont j'aborde moi l'écriture et l'illustration d'un album. Je trouve que tu as une chance immense d'avoir pu lire ça quand tu étais enfant, parce que moi j'ai découvert tous ces livres à 20 ans et plus. Alors j'aimerais qu'on aborde évidemment un petit peu la question des thèmes avec vous en prenant par exemple 2 albums de chacun. Ludovic Flamand, par exemple, je pense à Chambre 070, je pense que vous l'avez là, oui. Qui est un album dans lequel vous racontez l'histoire d'un petit garçon qui accompagne pour la première fois ses parents au home où réside son grand-père. Le petit garçon ne le connaît pas, il ne connaît de lui qu'une vieille photo où le grand-père pose justement avec des médailles et un casque de soldat, donc évidemment il s'imagine qu'il va aller rencontrer un vrai héros, un vrai de vrai. La réalité sera tout différente puisque le grand-père est en fait en chaise roulante et puis qu'il ne parle pas. Vous abordez dans cet album donc des thèmes comme la transmission, mais aussi voilà, le sort des vieilles personnes et ce sentiment d'abandon qu'on peut avoir par rapport à eux. Comment vous est venue cette idée et peut-être plus largement, comment est-ce que vous commencez un album ? C'est-à-dire, est-ce que vous commencez avec l'idée d'aborder certaines questions, ou bien il se fait que vous prenez conscience après coup qu'il se trouve que vous les avez abordées un peu malgré vous ? Je prends toujours conscience après coup de ce que j'ai abordé. Je pars jamais d'un thème quand j'écris. Alors ça part en général de très petites idées. Alors là, pour le coup, pour Chambre 070, c'est même très éloigné de ce qui est dit dans l'histoire, c'est le lieu. C'était le fait de choisir un lieu clos. Parce que tout simplement j'avais écrit une histoire pour c'était le 2e livre que j'écrivais, Chambre 070, et en fait je voulais travailler avec l'illustrateur Louis Josse et j'étais venu lui apporter le premier texte, Chafi. Quand je l'ai apporté à l'éditeur, j'ai dit je veux que ce soit Louis Josse qui l'illustre. Et l'éditrice m'a dit non, je pense que ça va être des dessins un peu trop graves, tout ça, il faut un peu plus de légèreté. Et puis après, du coup, elle m'a dit, mais est-ce que tu veux toujours écrire un livre pour lui ? Alors écris-en vraiment une autre histoire pour lui. Elle m'a fait le rencontrer.
j'étais très honoré parce que c'est un peu par ses dessins, lui, que j'ai eu envie de commencer à faire des albums avec Le Voyage d'Oregon de Rascal. Donc voilà, très touché de pouvoir le rencontrer. On discute beaucoup et on parle de jazz, qui est sa grande passion, du fait que lui, il a perdu son père très jeune, etc. Et on part sur une histoire de ce type-là. Et puis quand je l'amène à l'éditrice, elle me dit c'est très beau, mais c'est absolument pas pour les enfants. Pour le fait que toute l'histoire parlait de nostalgie. Et c'est vrai que ça, c'est une chose que les enfants connaissent pas vraiment, la nostalgie. Ou en tout cas, ils peuvent commencer à la connaître vers 10-12 ans, s'ils ont déménagé, des choses comme ça, mais avant ça, pas. Et donc, Louis me dit, c'est pas grave, écris-moi autre chose, et oublie tout ce que je t'ai dit, mes souvenirs et tout ça, et écris un truc comme on m'a encore jamais écrit. Alors je dis, bon, je me penche sur tous ces albums, et je fais, lui, il fait toujours, et c'est ça que j'adore chez lui d'ailleurs, il fait des grands espaces dans les champs et tout ça, dans les forêts, et je me suis dit, bon, ben, je vais le surprendre, je vais faire quelque chose où tout est dans un lieu clos. Ça l'a beaucoup embêté d'ailleurs, parce qu'il m'a dit qu'il n'arrivait pas à dessiner ça au départ. Mais donc c'est parti de l'idée du lieu. Et donc je ne sais plus comment ça m'est venu très vite de parler du home. Pourquoi ce lieu-là plutôt qu'un autre, je ne sais plus. Mais je crois qu'il y avait une chose que j'avais envie de garder des souvenirs de Louis Josse, c'était l'idée d'une transmission entre un père et un fils. Et comme il fallait parler, comme j'avais envie de parler d'un problème de communication entre un père et un fils, j'ai sauté une génération en me disant, si je fais parler un petit-fils et son grand-père, il est très probable qu'il connaisse très peu de choses de son grand-père, et donc ça va faciliter le problème de communication, voilà. Et puis j'ai encore accentué le problème de communication avec le fait que le grand-père était quasiment muet, en plus. Enfin oui, il est muet, il ne dit pas un mot dans ce home, voilà. Mais c'était pas non plus... pour moi, ça c'est pas un thème, c'est juste choisir quelque chose qui va être problématique et qui va faire qu'après il va pouvoir y avoir des aventures qui vont survenir. Mélanie Rutten, vos histoires sont des récits au long cours, comme ça, composés de petits chapitres, des histoires qui font la part belle le long du chemin à des développements et des interrogations intimes ou métaphysiques, hein, carrément. Je pense à votre tout premier album, je crois, c'était Mitsu, un jour parfait. Donc dans cet album, Mitsu se réveille, qui est un animal, d'ailleurs je ne sais pas exactement ce que c'est. C'est un peu comme on veut. Oui. Au départ c'est un crocodile, mais enfin ça peut être tout ce qu'on veut. Donc le crocodile Mitsu se réveille de mauvaise humeur, et c'est une mauvaise humeur un peu inexplicable, qu'aucun de ses amis n'arrive à percer, un mélange de méchanceté, de cafard, d'angoisse de l'abandon, de peur de la solitude peut-être. Des sentiments mêlés, en tout cas très abstraits, difficiles à vivre et difficiles à expliquer. Comment est-ce que vous avez procédé concrètement pour la création de ce premier album, et est-ce que vous vous souvenez être partie de certaines questions ? Mais alors cet album, il est particulier parce que c'est le premier d'abord. Et donc en fait il est né dans les ateliers que donnait Kitty Crotter, donc à l'époque où elle me donnait cours. Elle nous avait donné une consigne, parce que c'est aussi Kitty Crotter aussi qui vraiment a été importante, hein, elle m'a beaucoup influencée, notamment dans la façon d'aborder les histoires. Parce qu'à l'époque, j'imaginais pas pouvoir écrire une histoire en fait, je pensais juste illustrer. Et donc je cherchais des histoires à illustrer, mais je les cherchais à l'extérieur. Et donc c'est elle aussi qui m'a dit, les histoires, elles sont là, quoi, elles sont à l'intérieur de toi, on porte chacun des histoires, essaye de te pencher sur toi. Et elle nous avait donné un petit exercice qui était de faire une sorte de journal intime, très quotidien, et de se projeter dans un personnage qui, moi, était un personnage qui était vraiment un crocodile au départ, avec une queue et des dents, et voilà, la dent et la queue finalement sont partis, c'est devenu un personnage un peu indéfini. Mais c'est parti de cette idée que mais qu'il y a des jours que je les nomme les jours où ça, j'ai perdu mon expression, les jours où ça ne va pas, les jours sans, voilà, c'est les jours sans. Donc je voulais partir de ça. Donc moi au contraire je pratique vraiment d'une émotion, d'une thématique qui est voilà, ces jours où on ne sait pas pourquoi on se lève du mauvais pied, ça ne va pas, on n'a envie de rien, c'est parti de cette idée-là. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment est-ce qu'on arrive à solutionner ces angoisses, ces petits coups de cafard, avec ou sans les autres. Et donc c'est l'histoire de Mitsu.
Mais pour moi, ce que tu dis là, c'est pas un thème non plus. Parce que tu dis justement que tu pars d'une émotion. Moi aussi, je pars toujours d'une émotion. Oui. Mais tu te dis pas, je vais faire une histoire sur le racisme ou sur, tu vois. Non, mais enfin, le point de départ, c'est quand même toujours cette émotion-là. Mais pourtant, c'est vrai que dans l'histoire, elle est toujours en filigrane. Ça, c'est clair que c'est pas des histoires thématiques. Mais c'est quand même ça qui va sous-tendre au départ, qui va être le noyau de l'histoire. Mais ça, chez moi aussi. Vraiment, toujours, ça part toujours d'une émotion. C'est très intéressant ce que vous dites parce que on a l'impression effectivement que tout à coup il peut y avoir et ne pas y avoir tellement de filtres en fait en tant qu'adulte on peut exprimer à un enfant, et je pense que plus que dans tout autre domaine littéraire c'est la question de la cible qui est déterminante en littérature jeunesse évidemment, puisqu'il y a une adresse à la base. La littérature jeunesse a quelque chose de spécifique en cela qu'il existe entre ses auteurs et ses lecteurs une différence d'âge, de génération qui n'existe nulle part ailleurs. Je dis vraiment des poncifs ici, mais on s'adresse en tant qu'adulte à des enfants et ça pose évidemment tout un tas de questions de thèmes, de positionnement. Donc je me demandais, Ludovic Flamand, je lisais récemment une interview de Maurice Sendak, évidemment célèbre auteur américain de Max et les Maximonstres, qui disait j'écris et il se fait que certaines personnes après coup viennent dire voilà, c'est pour enfants. Est-ce que c'est aussi inconscient que ça? Vous qui écrivez pour adultes et pour enfants, vous en parliez tout à l'heure un petit peu. Mais quand j'entame des histoires, en effet, je ne sais pas toujours si ça va s'adresser à des enfants ou des adultes. Après, je suis bien obligé à un moment de me poser la question de l'âge auquel je m'adresse pour pouvoir réorienter mon texte et me dire, bon, visiblement, ça s'adresse plutôt à des très petits, donc je vais utiliser un vocabulaire peut-être plus simple, ou même pas forcément un vocabulaire plus simple, mais des phrases dont la syntaxe va être plus simple, plutôt ça. Donc il y a un moment, forcément, je suis obligé de me poser la question de l'âge auquel je m'adresse, aussi pour savoir chez quel éditeur je vais aller frapper. Et puis maintenant, c'est plus facile pour moi parce que j'ai décidé un peu en gros que je m'adresse aux enfants et donc je me pose plus trop la question. Mais c'est sûr qu'à la base, moi, ce qui m'a toujours intéressé, c'était le rapport texte-image et que c'était pas spécialement le fait de m'adresser à des enfants. Comme je dis, c'est une anecdote dont je parle souvent, mais cette histoire avec Le Voyage d'Oregon, là, de Rascal et Louis Josse. Quand j'ai lu ce livre-là, justement, on parlait de ça, de la chance de lire des livres petits. C'est un livre que j'ai découvert quand j'avais 18 ans. Donc j'avais pas l'âge de lire ce bouquin-là. Mais justement, ce qui m'a frappé quand j'ai lu ça, c'est d'abord l'idée qui m'a attiré. Je me suis dit, je veux faire un jour un truc comme ça pour travailler avec un illustrateur. Ça n'était pas la préoccupation d'écrire pour les enfants. Et ce qui m'a frappé, c'est que ce bouquin, justement, racontait la même chose que ce que j'aime dans les romans américains que je lisais, les romans adultes. Et je me suis dit, mais quelle économie de moyens, on peut, plutôt que d'écrire un roman de 300 pages, on peut en 16 doubles pages raconter des choses aussi fortes. Et donc, voilà, je trouvais ça aussi intéressant pour ça. Après, bien sûr, les lois du marché font qu'à un moment, on est obligé de se positionner et que tout à coup, il y a des choses qu'on voudrait dire, qu'on s'interdit un peu de dire. Notamment autour de la sexualité, où on ne peut pas facilement introduire des trucs comme la cigarette, l'alcool, des choses pareilles, on s'interdit un peu, on les retire. Mais ça m'arrive souvent à l'écriture de mettre des choses comme ça en me disant c'est pas grave, je les retirerai après, mais je sais que je vais devoir les retirer. Oui, c'est une question intéressante, la censure, on y reviendra, et l'autocensure. Mélanie Rutten, est-ce que vous faites une représentation mentale de vos lecteurs, enfants ou adultes, et est-ce que ça vous arrive de vous adresser aussi peut-être à l'adulte qui lira le texte à son enfant? Non, en fait, jamais. J'essaie vraiment d'éviter de penser au public, qu'il soit adulte ou enfant. Au moment où j'écris, je dessine, j'essaie d'être vraiment dans un rapport avec moi-même, dans ma bulle, d'évoluer vers là où j'ai envie d'aller. Et naturellement, j'adopte un langage et une écriture qui s'adressent aux enfants. Mais à un moment donné, ça vient très tard dans le processus. C'est évident qu'il faut se poser la question du public. On est obligé. Et c'est extrêmement particulier qu'en littérature jeunesse, on saucissonne vraiment les tranches d'âge à un an près. Et je trouve ça incroyable de limiter des albums à une tranche entre 4 et 8 ans. Je pense que c'est vraiment le reflet aussi des angoisses des adultes, parce qu'il faut qu'on soit totalement efficient, qu'on puisse délivrer un message à tel...
Et pourtant, je le vois bien, les enfants, j'ai encore des grands qui lisent des livres pour tout petits. Je crois que les bons livres pour enfants se lisent à peu près à n'importe quel âge. Mais voilà, on est quand même obligé, voilà, on fonctionne dans un milieu qui est très commercial, mais c'est un peu c'est la part de l'éditeur, ça, en fait, d'un peu viser tel ou tel public. Mais c'est à la toute fin, quand j'ai fait tous mes dessins, que j'ai écrit le texte, à ce moment-là, oui, je vais adapter le vocabulaire par rapport quand même à la tranche d'âge plus ou moins visée. Et la censure, il y en a pas tant que ça, en fait, pas tant que ça. Il y a eu une fois une censure par rapport à un éléphant qui avait un zizi. Et ça, c'était pas possible. J'ai dû le gommer, et alors que... C'était pas possible pour vous ou pour votre éditeur? Non, pour l'éditeur. Ouais. Alors que c'est un éléphant qui fait du vélo, il s'habille, il parle. Enfin bon, mais un zizi, non, c'est pas possible. Donc, pourtant, la nudité, c'est tellement important, c'est tellement gai aussi de pouvoir... Enfin, bon, bref. C'est la seule fois où vraiment on m'a dit non, c'est pas pour les enfants. Mais il y a évidemment souvent des polémiques quand la société et singulièrement la politique se mêlent de savoir ce qu'on peut ou pas aborder avec des enfants. Enfin voilà, il y a eu des polémiques très récentes autour du livre Tous à poil. Voilà, par exemple en France, dénoncé par Jean-François Copé qui disait, en l'ayant feuilleté, qu'il était très inquiet de ce qui était en train de se faire dans ce pays à propos de ce livre. Et derrière lui, tout un pan de la société qui s'est rallié à ses opinions. Alors, parlant de livres qui font peur, on a plutôt l'impression qu'ils font peur, non pas aux enfants, mais plutôt aux adultes, que les réactions peuvent être très très violentes. Ça vous a inspiré quoi, cette polémique à l'un et à l'autre? Moi, ça m'a à la fois mis en colère et fait rire. D'abord plutôt rire, parce que je me suis dit, mais en fait, il tombe de où? Il s'est jamais penché sur les livres pour enfants. Je ne sais pas pourquoi il a eu tout à coup celui-là entre les mains. Et il ne sait pas, en fait, c'est ça qui est drôle, il ne sait pas à quel point la littérature jeunesse est subversive depuis très longtemps. Et donc, voilà, je me dis, c'est marrant, voilà, il est en train de découvrir un truc. Après, ce qui me met en colère, c'est de voir que derrière ça, il y a des gens qui sont prêts du coup à dire il faut qu'on surveille plus ce qui est publié, il faut qu'on fasse interdire aux bibliothèques de les acheter. Il y a des bibliothécaires qui ont fait le premier pas tout seul de dire on va pas acheter ces bouquins-là, on va pas les mettre en rayon parce que ça risque de nous amener des soucis. Et ça par contre ça me fait très peur et ça me met en colère. Moi je suis aussi bibliothécaire. Et de temps en temps, je remonte des livres qui ont été mis en réserve il y a très longtemps. Et je me dis, mais ce livre, il n'a jamais été lu, ça se voit, il est tout propre, il n'a jamais été prêté. Je peux aller vérifier les statistiques de près, voir qu'il n'a jamais été prêté. Et donc, oui, j'apprends qu'il y a des livres qui ont été mis en cave, parce qu'on a jugé en effet qu'ils étaient trop insolents. Et donc, ils ont été achetés par erreur et mis en cave. Alors moi, je les remonte. Donc, il y a des livres des années 70 qui se retrouvent en rayon maintenant seulement, et qui vont être enfin empruntés. Alors, il y en a eu comme ça, il y a eu des vieux trucs de Ungerer et tout ça, mais je pense surtout à un livre qui a été écrit par François Morel, pas du tout dans les années 70, qui s'appelle... je sais plus comment il s'appelle, mais c'est vraiment terrible avec... c'est très limite comme histoire, hein. C'est le grand-père qui meurt. C'est un peu le sujet du jour. Et les enfants gardent le corps du grand-père parce qu'ils disent mais c'est super, il est tout raide et on peut s'en servir comme d'une luge. Et ils font de la luge sur le corps du grand-père et tout ça. Et moi je trouve ça très intéressant d'avoir ce genre d'histoire-là, parce que ça dit, quand même, c'est de l'humour, tout le monde, c'est de l'humour noir, d'accord, mais il est évident que c'est de l'humour, et ça dit la même chose que ce qu'on trouvait déjà dans les contes qui ont été édulcorés la plupart du temps, comme le petit chaperon rouge. Normalement, quand elle arrive chez sa grand-mère, le loup qui est déjà dans le lit lui dit mange, il y a de la viande que j'ai préparée pour toi et il y a du vin. Mais donc c'est le corps de la grand-mère qui a été découpé en petits morceaux et c'est le sang de la grand-mère. Et le chaperon rouge mange sa grand-mère et boit sa grand-mère, qui ressuscite pas du tout après d'ailleurs. Voilà. Elle s'enfuit, elle n'est pas mangée par le loup. Non plus, c'est des versions plus anciennes que celles de Grimm et de Perrault, du 14e, 13e siècle, quelque chose comme ça. Mais donc il y a souvent cette idée qui revient que les ancêtres, à un moment, meurent, et que les jeunes prennent leur place d'une façon assez violente, et que c'est dans l'ordre des choses qu'à un moment, les vieux disparaissent et que les jeunes prennent leur place.
C'est aussi ce que je raconte un peu dans, je l'ai pas ici, mais je sais qu'il est sur la table là-bas, dans Tout nu. Et cette idée-là subversive aussi justement de dire maintenant c'est nous qui prenons la place dans la ville et oui, et on va balayer tout. Qui se réveille un matin et qui n'a pas envie de s'habiller et qui mène un peu une révolution en fait. Oui, tout à fait. Pour moi, c'est une histoire de révolution. Ouais. Mais donc, je trouve ça important que les enfants soient confrontés à ce genre d'histoire qui leur dit oui, c'est normal qu'à un moment vous preniez votre place, c'est normal que vous balayiez des choses du passé, que vous en gardiez aussi certaines, mais oui, ça me semble juste être dans l'ordre des choses, ça me semble pas si provocateur que ça en fait. Est-ce qu'on n'a pas besoin aujourd'hui de quelque part désidéaliser l'enfant, c'est-à-dire entendre que les enfants puissent être des êtres aussi très cruels, très révoltés, très aiguisés aussi. Je me souviens d'une interview de Mario Ramos qui disait les enfants sont absolument terribles en fait, ils peuvent être d'une cruauté sans nom. Est-ce que c'est très impolitiquement correct de dire ça aujourd'hui, d'après vous? Non, je pense pas. Je pense que effectivement, les enfants entre eux peuvent être d'une cruauté incroyable, mais ils ont un rapport à la réalité qui est beaucoup plus franc et brutal avec le monde. Et je crois que oui, en fait, moi, ça m'a quand même aussi amusé, mais aussi mis vraiment en colère par rapport à tout ce qui s'est passé en France, parce que on est en train vraiment d'édulcorer, et surtout alors pour la question du genre, de vraiment faire des livres spécifiquement pour les filles, des livres spécifiquement pour les garçons. On est en train de restreindre vraiment leur regard sur le monde et je pense qu'un livre, c'est tout le contraire. Un livre, c'est pas un prêt-à-penser, c'est pas une clé pour apprendre le monde. Un livre, pour moi, il doit pouvoir livrer du mystère. Il doit pouvoir laisser une part d'ombre, une part d'obscurité. Et je trouve que cette obscurité, pour un enfant, ce doute, c'est ce qui va le rassurer, justement. Parce que le doute, on va le garder toute la vie. Je veux dire, finalement, les grandes questions... on en est tous là, je veux dire, petits et grands, les questions restent les mêmes, où on était, où on va, par rapport à la mort. On a juste réussi à rationaliser, à mettre des couches un peu intellectuelles là-dessus, mais finalement l'enfant, il a des capacités parfois philosophiques qui sont beaucoup plus profondes et beaucoup plus vitales que nous, en fait. Et je pense qu'il faut garder ça, il faut garder cette fraîcheur-là, il faut pouvoir leur laisser la possibilité de laisser les portes ouvertes, de s'engouffrer dans ces questions, et sans leur donner non plus de réponse, mais de pouvoir leur laisser la possibilité de se projeter aussi. Parce qu'un livre, c'est ça, c'est la possibilité de se reconnaître. Je crois que le livre dans lequel on se reconnaît pour la première fois, c'est gagné, quoi. C'est ça. Un livre, c'est un compagnon, c'est un livre qui parle de nous et qui va nous aider à rêver, à nous imaginer, à ouvrir des possibles. Donc ça me met vraiment en colère quand on ferme l'univers des enfants dans des univers très stéréotypés et marqués. Ouais, je dirais qu'on peut les fermer de deux façons. C'est ce que j'adore dans tes albums, justement. C'est pas pour passer de la pommade, mais tu sais bien que j'aime tes albums. C'est le fait justement qu'en effet il y a beaucoup de place pour s'immiscer dans l'histoire et se dire je peux me reconnaître dans ce personnage-là, mais sans que, comment dire, tu nous laisses la possibilité justement de nous projeter dans le personnage qu'on veut. Et quand tu parlais des livres qui étaient édulcorés, ce que ça apporte aussi comme réaction, des trucs comme Tous à poil et tout ça, c'est que tout à coup on se met aussi à faire des livres pour défendre tout à coup une idée qu'on peut parler aux enfants de la différence, etc., de l'homosexualité et tout, et donc on se met à faire des livres militants, qui sont pas forcément mieux, en fait, qui même sont souvent très pauvres dans le contenu, juste parce qu'on veut faire passer l'idée contraire. Donc on est en train, encore une fois, de dire aux enfants ce qu'ils doivent penser, dans un sens ou dans l'autre. Et moi, ça me dérange aussi, les livres très militants. Et je me suis fait la réflexion il y a quelques jours que justement, si on veut apporter quelque chose de qualité aux enfants et les laisser penser et les laisser choisir quel est le personnage qui leur parle et tout ça, il faut amener peut-être... pas il faut, mais on peut amener une certaine bizarrerie parfois dans des comportements de certains personnages, etc., sans que ce soit le thème principal de l'histoire. Par exemple... j'imagine que si je mets un jour une petite fille chinoise avec des parents blancs,
l'éditeur va me demander pourquoi. Il va dire mais pourquoi t'as fait ça? Si c'est le thème principal de l'histoire, ça va passer très bien. Je veux dire c'est sur l'adoption et ça, ok. Mais je pense que ce serait judicieux justement de faire ce genre de choses sans que ce soit le sujet de l'histoire. Et dire oui, ça existe. Et j'ai essayé moi parfois dans des histoires, c'est le cas un peu dans Il était 1000 fois, où là il se passe justement 1000 trucs. Qu'il y ait des choses bizarres sans que ce soit le sujet. L'accumulation de petites scènes, de petites scénettes. Voilà, mais il y a plein de choses très normales et banales dans ce truc-là. Et puis de temps en temps, il y a des choses bizarres, comme il y a un garçon qui se maquille avant d'aller à l'école. Mais ça passe inaperçu, c'est au milieu du reste et c'est pas le sujet du bouquin. C'est juste là, comme des choses qui existent, quoi. Puis il y a un papa qui se casse la jambe en essayant de faire rire ses enfants devant un escalier. On imagine la suite. Au départ, il était même sous, en fait. C'est pour ça qu'il tombait. Et l'éditrice... on le voit, non? On le devine un peu. Mais c'était vraiment dit dans le texte. Et l'éditrice a dit, ouais, mais ça, quand même, c'est dur pour les enfants de tomber là-dessus si leurs parents sont vraiment alcooliques, tout ça. Moi, je n'aurais pas trop été le problème. Je me dis, peut-être que justement, ils vont dire, oh, ça, c'est comme mon papa. Mais... Ça me semble très intéressant tout ce qu'on dit là parce qu'on le sait depuis longtemps et voilà, quelqu'un comme par exemple Roland Barthes a beaucoup théorisé ces questions-là, mais la lecture n'est pas un plaisir passif et a fortiori chez les enfants qui lisent souvent corps et âme, l'enfant est un lecteur actif qui ne fait certainement pas que recevoir ce qui était déjà dit dans le texte. Je pense que tous les deux, vous rencontrez beaucoup vos lecteurs. Mélanie, je crois que vous animez carrément des ateliers avec des enfants. Je ne sais pas si c'est le cas aussi pour vous. Oui, et beaucoup d'enfants de façon générale. Pas forcément mes lecteurs, ouais. Mais beaucoup d'enfants. Qu'est-ce que le regard sur le rapport comme ça à la création, pour vous, Mélanie, et à la lecture, vous apporte? Est-ce que ça vous guide aussi dans... Est-ce que ça vous surprend parfois J'imagine que oui, la manière dont certains messages passent ou pas du tout, ou d'autres que vous n'aviez pas du tout imaginé sont là. Oui, moi, il y a toujours une surprise, en fait. Les rencontres, c'est vrai que j'aime bien les faire, pas trop non plus, parce que sinon, je suis un peu trop sur les rails. Mais voilà, souvent, j'explique un peu mon métier, tout, j'expose mes carnets, tout ça. Et puis, il y a les questions. Et dans les questions, il y en a toujours une qu'on m'a jamais posée, et celle-là, elle était fantastique, quoi. Et le plus souvent... oui, il y a des questions parce qu'il y a beaucoup de mystères, il y a beaucoup de personnages dont voilà, le destin n'est pas tout à fait défini, tout ça. Et ces questions-là, c'est un cadeau en fait. Parce que à leurs questions, je dis mais qu'est-ce que tu penses toi? Qu'est-ce que tu crois? Et alors là, il l'a projeté évidemment, il a la réponse à la question, il me la pose, mais en fait il veut juste être sûr que ce qu'il a imaginé, c'est bien ça. Je dis oui, ça peut être ça. Et le plus souvent, on a des réponses multiples. Pourquoi Nestor a de mauvaise humeur et ne dit bonjour à personne? Alors ça les traumatise, quoi. Quelqu'un qui dit bonjour à personne, et donc ils ont chacun une explication différente. Et ça, c'est magnifique de recevoir, enfin en tant qu'auteur, de sentir que les histoires se continuent, se prolongent, continuent à vivre. Chaque fois, c'est un étonnement en fait, parce que moi, j'adore écrire, dessiner. Après le livre, je l'oublie. Donc c'est chaque fois une petite surprise de se dire tiens, mais il existe toujours, ces personnages vivent et ils se projettent dans cette histoire. Et oui, c'est une source d'inspiration pour moi, oui, j'aime beaucoup. Vous avez aussi déjà été surpris de la manière dont vos livres étaient lus En tout cas, c'est toujours un encouragement de rencontrer les lecteurs, parce que c'est vrai que quand on voit qu'ils sont heureux de poser leurs questions, on se dit on fait pas ça pour rien. Donc ça, c'est chouette. Puis c'est vrai qu'on rencontre pas. Je veux dire qu'on est très isolé au moment où on écrit, donc on ne sait pas comment ça va toucher. Après, oui, j'ai déjà eu des belles surprises, mais souvent des choses très touchantes, justement, d'enfants qui disent moi aussi, ça m'est arrivé, ou alors qu'ils se mettent à parler de leur chien qui est mort, ou des trucs pareils. Souvent des questions autour de la mort qui reviennent. Et je trouve toujours que c'est un moment assez précieux de juste avoir pu dire, avoir pu formuler, dire oui, moi aussi, parfois je suis triste, et ça va pas forcément plus loin. J'ai pas de réponse à leur apporter, mais c'est justement chaque fois le moment où on s'est dit en fait, c'est pas tabou, on a le droit d'aborder le sujet de façon très simple et décontractée. Sans doute un des grands pouvoirs de la fiction par rapport aux parents ou à l'école. Enfin, il y a comme ça effectivement beaucoup de possibilités de s'emparer de thèmes. J'aimerais qu'on parle un petit peu de la noirceur, parce qu'il me semble que c'est quelque chose qu'on trouve chez chacun de vous. Mélanie Rutten, il me semble que dans vos albums, vous mettez en scène
une balance comme ça très constante entre le rassurant et l'inquiétant. D'une part, vivre des amitiés, préparer des fêtes d'anniversaire très colorées, cuisiner des gâteaux, aimer des maisons dans lesquelles il fait bon, et puis de l'autre, tomber dans des trous, se fondre dans le noir, se perdre dans la forêt. Il y a vraiment cette tension-là, il me semble, dans vos albums, entre Home Sweet Home et Peur archaïque, comme ça. J'aimerais savoir que représente la nuit dans votre travail, ou la forêt. Qu'est-ce que vous allez y chercher ? Alors, j'ai pas toutes les réponses, mais c'est évident que la lumière et l'obscurité, c'est quelque chose qui est constant dans mon travail, que j'adore explorer et qui est très symbolique. Et je pense que l'enfance, elle est faite de ça aussi. Elle est beaucoup faite de zones d'ombre et de clarté. Je pense que quand je renoue avec mon enfance, c'est ça, c'est ou des émotions enchanteresses ou des peurs effroyables. Et donc c'est vrai que il y a toujours, j'aime bien jouer avec cette dualité, l'ombre et la lumière, le chaud, le froid, le jour et la nuit. Tout ça, d'immiscer en fait dans cette relation aussi le rapport qu'on a avec le temps, en fait, le temps cyclique des saisons et puis le temps de notre vie linéaire, et de se répondre en fait notre petite histoire, voilà, à nous, à la grande histoire, celle de l'univers, et donc d'insérer des petites questions, des questionnements, mais qui soient aussi dans un univers rassuré par la nature. La nature, elle est très importante pour moi aussi parce qu'elle me permet justement de parler de ça, de la permanence, de l'impermanence, de ce qui change, de ce qui ne change pas et de ce qui sera toujours là. Et l'ombre et la lumière, dans mon dernier album, il est vraiment, j'ai voulu vraiment travailler là-dessus. J'ai commencé à travailler vraiment dans des teintes noires et blanches avec ces ombres qui sont deux enfants qui s'échappent de chez eux, et la lumière va se faire au fil de leur quête aussi dans la forêt pour se terminer à l'aube avec des images très lumineuses. Oui, mes personnages sont comme ça, c'est un peu un mystère, quoi. Il faut qu'ils marchent, il faut qu'ils cherchent, il faut qu'ils se découvrent. Je pense que c'est un peu aussi le propre de la littérature jeunesse, c'est que ce sont toujours des héros qui sont en devenir. L'enfance, un enfant, il est toujours en transformation, un peu comme nous aussi, hein, on est tous en devenir et en possible, donc il y a toujours cette idée de quête. Ludovic Flamand, vous avez traduit par exemple quelqu'un comme Édouard Gorey, qui est un illustrateur américain qui dessine comme ça à la plume très noire, des petits dessins un peu torturés, un peu minutieux, et de personnages qui ont des occupations comme ça, très énigmatiques ou qui sont livrés à un destin cruel et assez sordide en fait. Qu'est-ce que quelqu'un comme Édouard Gorey a apporté à la littérature jeunesse selon vous ? Alors je ne suis pas sûr qu'il ait eu la possibilité d'apporter quelque chose à la littérature jeunesse. Lui-même d'ailleurs, on lui a demandé un jour pourquoi il n'aimait pas les enfants, parce qu'il fait souvent mourir les enfants dans ses histoires. Et il dit mais pourquoi dites-vous que je n'aime pas les enfants ? Je ne connais pas les enfants, je n'en ai jamais rencontré. Et, voilà. Et je crois qu'en effet son lectorat est un lectorat complètement adulte. Or pour le coup c'est vraiment du livre illustré, hein. Ça ressemble tout à fait à des albums, mais je pense qu'il y a très peu d'enfants qui lisent les albums de Gorey, sauf peut-être quand il a écrit avec des gens comme Peter Neumeyer ou je ne sais plus comment s'appelle celle qui a fait tu vois Triorn et tout ça, tu sais plus comment elle s'appelle? Non, c'est pas Margaret Weisbrand, c'est quelqu'un d'autre. Enfin bon, voilà, Triorn, la série Triorn, excellente. Mais un truc comme justement, moi j'ai traduit Les Enfants Fichus. Et donc là justement c'est un abécédaire où pour chaque lettre on a le prénom d'un enfant et comment il meurt. Donc c'est très très cruel. Après moi je le lis à des enfants quand ils viennent à la bibliothèque, ils sont complètement fascinés par ce bouquin. Et vraiment tous, et les parents aussi qui ont acheté ce livre pour leurs enfants, en général me disent ouais, il est fasciné par telle ou telle page, il veut toujours qu'on revienne à, notamment une collègue, c'est la fille qui se fait tuer par une hache,
Et celui-là, il y a beaucoup de sang justement autour, et c'est un des plus gore de la série. Et elle me dit que son fils veut tout le temps retourner voir cette page-là. Alors, est-ce que c'est bien pour son psychisme? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, je crois que les enfants n'ont pas de problème avec ce genre de bouquin. Mais qu'en effet, si le lectorat de Goret est surtout adulte, c'est parce que déjà il séduit un peu tous ceux qui aiment Tim Burton, les trucs gothiques et tout ça. Mais aussi parce qu'en effet, la plupart des parents ne voudraient pas donner ça à leurs enfants. En se disant ils vont faire des cauchemars, etc. Pour rappel, cela dit, un cauchemar, c'est pas vraiment un truc dangereux. Hein. C'est la même chose qu'un rêve, mais qui fait un peu peur. Bon, ben voilà, on aime bien avoir peur quand on va au cinéma, etc. Moi, ce que j'attends de la littérature, c'est qu'elle me donne des émotions, enfin de l'art en général. Et je crois que les enfants attendent ça aussi. Et qu'ils sont très contents. Souvent, ils sont déçus, d'ailleurs, ils disent Halloween et tout ça, ils font oh, elle fait même pas peur cette histoire. et c'est vrai que nous aussi, si on va voir un film d'horreur et qui fait pas peur, on est très déçus. Ben, les enfants aussi aiment avoir peur, ils aiment aussi être tristes parfois comme nous devant un film. C'est juste des émotions, c'est pas dangereux en fait, ça n'a rien de dangereux les émotions. Ben, on s'achemine un peu vers la fin de l'entretien, mais j'aimerais encore vous poser une question à chacun, et puis peut-être vous pouvez réfléchir à la manière dont vous aimeriez interpeller nos auteurs après ça, parce qu'il y aura un petit temps de parole aussi pour le public. J'aimerais juste qu'on parle un petit peu de la fin de l'entretien, mais aussi la fin des albums, et parce que la fin, c'est souvent ce qui vient donner du sens au début, à l'importance du parcours et du chemin. Mélanie Rutten, dans l'ombre de chacun, vous parlez d'un livre qui aime les fins heureuses. Et puis dans Oko, la fin de votre livre Oko, ben, c'est le printemps, tout le monde se réjouit. Il y a des fleurs qui ont poussé, elles sont blanches, et vous dites, mais ceci n'est pas la fin de l'histoire. Est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous êtes très attentif, de ne pas, mais vous en avez touché un mot tout à l'heure, mais à ne pas refermer, c'est-à-dire à peut-être venir poser plus de questions que d'y répondre. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose qui vous travaille? Oui, tout à fait. J'ai un problème avec les fins, moi. J'aime pas, quand je lis un livre, j'aime pas le finir. C'est vraiment un abandon horrible. Et donc, quand j'écris un livre, j'ai vraiment du mal à clore l'histoire aussi. J'ai l'impression d'abandonner peut-être le personnage, le lecteur. C'est vrai que j'aime bien qu'il y ait une boucle, en fait, aussi, que la fin puisse répondre au début de manière à ce que, voilà, on puisse y retourner, mais aussi imaginez que c'est pas une histoire close, en fait, c'est un fragment. C'est vraiment un fragment de la réalité, que ce soit au niveau du texte et de l'image. C'est vrai que je travaille beaucoup sur cette idée de fragment. On a une petite partie de l'histoire, et cette histoire, elle continue. Elle continue dans l'imaginaire de chacun. Et je pense que c'est pour ça que j'ai fait une tétralogie, qu'aussi avec La Source des Jours, j'ai écrit, dans l'ombre de chacun, j'ai écrit La Source des Jours. J'ai vraiment du mal à laisser mes personnages, et j'aime bien en fait multiplier aussi les points de vue. Donc en ayant plusieurs personnages, et là, en se les faisant entrecroiser d'un livre à un autre, dans la première tétralogie, chaque personnage, le héros principal est un personnage différent, et donc recroise les autres. J'aime bien cette multiplicité du regard aussi, de se dire que voilà, on est un peu tous le héros de notre propre vie, mais les autres aussi sont le héros de leur vie, et on vit ensemble, quoi. On partage. Ben voilà, j'aime pas les petites morts, donc je les fais rebondir. Ludovic Flamand, vous êtes très attentif, me semble-t-il, dans votre travail qui joue beaucoup avec l'humour, aux petits tracas quotidiens, aux hontes. Il y a ce livre qui s'appelle Trop la honte, où vous répertoriez comme ça toute une série de situations extrêmement gênantes. Donc vous avez beaucoup de dérision par rapport à ces moments un peu difficiles de la vie, ou en tout cas au moment où ça roule pas comme on le voudrait. Est-ce que, selon vous, on peut parler de tout en littérature jeunesse à partir du moment où le dénouement est heureux? C'est-à-dire, est-ce que la fin d'un livre, puisque la conclusion finalement dans Trop la honte, c'est de dire bon ben ça arrive aussi aux autres, et quand ça arrive aux autres, en fait, c'est vraiment drôle. Est-ce que un dénouement heureux finalement peut venir donner raison à un traitement plus problématique de la vie par ailleurs dans un livre?
Mais je crois que de façon générale, moi j'ai un regard plutôt positif sur les choses, donc j'aime bien que ça se termine bien, mais j'aime bien aussi moi lire des histoires qui se terminent mal. Après ça se vend très mal, ce genre de choses. Donc je crois que j'ai une façon un peu naturelle de retomber sur un truc plutôt plaisant à la fin. Mais je crois que ça fait aussi mieux passer la pilule quand on a envie de parler de choses un peu problématiques. Souvent, moi je crois que l'humour, parfois c'est ce qui me permet un peu de cacher que je voulais parler, même peut-être pour me protéger moi, hein, par moment. Ça me permet de voiler un petit peu que je voulais parler en fait de quelque chose qui était difficile pour moi ou qui peut être difficile pour les lecteurs. Donc ouais, je crois que c'est un peu mon truc pour voiler les choses. Mais c'est sûr que j'aime pas non plus, en tout cas, à part si la chute du livre est une blague, alors il faut qu'elle soit efficace, et voilà. Mais sinon, j'aime pas trop non plus que les histoires se finissent, j'aime bien qu'elles se prolongent. Et c'est marrant parce que autour de Louis des Sangliers, quand je lis ça aux enfants, très souvent ils me demandent est-ce que tu vas écrire la suite? Alors que pour moi elle est finie l'histoire, mais ils attendent qu'il y ait une suite parce qu'en effet le personnage s'ouvre à quelque chose, on sent qu'il est en train de s'éveiller à une autre vie possible. Ou dans Émilie Pastèque, à la fin, donc elle se bat contre un ogre, mais à la fin elle a gardé la dent de l'ogre et elle dit bon, je me débarrasse de plein de choses parce qu'elle s'est encombrée de plein de choses dans sa chambre. Elle dit mais la dent, ça je la garde parce que ça peut toujours servir. Et donc c'est toujours cette idée qu'en effet, au-delà de l'histoire, il va encore sans doute se passer des choses que moi-même je ne connais pas. Et voilà. J'aime beaucoup dans le livre de Mélanie aussi que justement ça se réponde d'un album à l'autre. Je rêve moi de faire un truc un jour du genre dans un album que quelqu'un envoie une lettre et que ça n'ait pas de sens par rapport à l'histoire, mais que dans un autre album qui n'a rien à voir, un autre personnage reçoive la lettre de l'autre personnage. Tout ça, mais... Oui, c'est toute l'idée du hors-champ, en fait. Il se passe beaucoup ouais. de choses hors-champ dans une vie et dans un album. Oui, puis cette idée de fin, évidemment, ça me semble très, très juste, parce que vous avez la chance, évidemment, d'être lu et relu. Enfin, il y a le plaisir de relire plein de fois le même album, donc au final, c'est vrai que le rapport à la fin est toujours un peu plus suspendu, il me semble, dans la littérature jeunesse que après un roman de 600 pages, dont on sait qu'on va pas tout de suite se replonger dedans. Hein. C'est ce qui renvoie à la vie aussi, je trouve. Dans Tout nu aussi, il y a une page qui s'ouvre à la fin, qui se déplie. Et pour moi, c'était vraiment l'idée justement que ça doive déborder du livre et que ça sorte du livre. Et que tout ça dise, ben maintenant c'est votre tour, c'est à vous dans la vie, prolonger l'histoire en fait. Mettez-vous nu. Ouais. Bon après-midi à tous, merci beaucoup. Merci.